Voilà, donc comme nous sommes à quelques semaines de Pessah, on va parler de Shabbat Hagadol. On sait que le Shabbat qui précède Pessah est appelé le grand Shabbat. On va essayer de comprendre qu'est-ce que cela veut dire. La Gemara dans Rosh Hashanah, d'Afil d'Alef à Moudalef, nous dit comment s'est déroulée la Géoula, comment s'est déroulée la sortie d'Égypte. La Gemara dit Rosh Hashanah batla avoda me'avot edu be'mitzrayim be'nissan nig'al. Donc à Rosh Hashanah, batla avoda me'avot edu. L'esclavage fut annulé de nos pères. Donc c'est-à-dire à Rosh Hashanah, ils n'étaient plus esclaves. Be'mitzrayim en Égypte. Be'nissan nig'al. Mais ils ont été libérés seulement en Nissan. C'est une idée qui revient dans la Gemara, sur laquelle il n'y a pas d'opposition, comme ça Tosfot explique là-bas. Et Rashi explique, 6 mois avant la sortie d'Égypte, l'esclavage s'est arrêté. Alors bien sûr, il faut comprendre pourquoi il y a eu 6 mois d'interruption. Puisqu'on n'étions plus esclaves à Rosh Hashanah, il aurait été certainement plus logique qu'on sorte tout de suite. Pourquoi il fallait attendre 6 mois? Première question. Deuxième question. Il est ramené dans le Tour et dans le Shulchan Aruch Siman Tav Ayin Bet Seif Bet. On sait que le soir du Seder, on va manger la matzah, le maror, etc. Mais une des mitzvot du Seder, c'est ce qu'on appelle la Eseba. C'est-à-dire qu'il faut s'accouder pour boire les 4 coupes, manger la matzah, etc. Donc, ce qu'on appelle la notion de Heseba. Ça montre un signe de Khérout, un signe de liberté. Puisque les hommes libres, avant, lorsqu'ils mangeaient, ils étaient allongés sur des espèces de banquettes, ils étaient à l'aise. Mais Heseba, ça veut dire quoi? Heseba, c'est s'accouder. Seulement, le Shulchan Aruch dit Veyachid makom moshavo sheyeshem beheseba derech Khérout. Il faudra, donc la veille de Pessah, préparer Makom Moshavo, littéralement l'emplacement de là où il va s'asseoir, pour qu'il puisse s'asseoir accoudé en signe de liberté le soir du Seder. C'est-à-dire le Shulchan Aruch ne dit pas seulement qu'il faut s'accouder. Comme il a dit, il faut manger la matzah, il faut manger le maror, il faut boire les 4 coupes de vin, lire la Gada, etc. Il y a une notion dans la Heseba qui s'appelle Yachin Makom Moshavo. Il faut préparer sa place. C'est-à-dire que dans l'après-midi, une fois qu'on est prêt pour la fête, on prépare la table, on prend une chaise et on se prépare, on voit, tiens, cette chaise, non, ça n'allait pas bien. J'en prends une autre, je dis, voilà, je vais m'asseoir là, je mets ma Haggadah, etc. Et je prépare la Heseba. Il y a une source dans la Mishnah de Psachim, Tzadik Bet Amud Bet, dit le bar. La question, c'est, dans toutes les mitzvot, il y a une notion de préparation. On ne fait pas une mitzvah, on est dans notre activité, et puis, hop, on vient à la mitzvah. Toutes les mitzvot nécessitent une préparation. Alors pourquoi précisément, dans la mitzvah de la Heseba, dans la mitzvah du Seder, le Shulchan Aruch précise qu'il faut préparer sa place. Le Shulchan Aruch ne nous a pas dit qu'il faut préparer sa Haggadah, il faut préparer son maror, il faut préparer sa matzah. Ou bien tous les matins, il faut se préparer à la tfila, il faut préparer ses tfilines, il faut préparer son Shabbat. C'est une notion générale qui est juste tout le temps. Alors pourquoi pour la mitzvah du Seder, il y a une précision halachique de préparer sa place? Ça, c'est la deuxième question. Donc, première question, pourquoi il fallait attendre 6 mois entre le moment où l'esclavage a stoppé et la liberté, la Géoula? Deuxième question, pourquoi il est fait mention qu'il y a une exigence de préparer sa place? Puisqu'on aime les questions, on va poser une troisième question. Il est dit dans Shemot, Perek Yudbet, Pasuk Rafalef, Vaikra Moshe lechol ziknei Israël, vayomer lahem mishru ukru. Moshe Rabbeinu invite les anciens d'Israël et leur dit,
littéralement, tirez, bichrou, oukrou, et prenez un agneau pour préparer le Korban Pessah. L'expression bichrou, oukrou nécessite explication. C'est-à-dire, Moshe ne leur dit pas seulement il y a une mitzvah qui s'appelle le Korban Pessah, on va faire le Korban Pessah. Il leur demande bichrou, oukrou. Rashi explique sur place Rashi dit quelque chose d'incroyable, d'incompréhensible. Il dit, celui qui a du bétail chez lui à la maison, alors il prendra du bétail de chez lui. Il prendra un agneau de son troupeau. Et celui qui n'a pas, il ira en acheter. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas quel est le pshat de Rashi. C'est comme ça toutes les mitzvot. On a dit qu'il faut mettre les tefilines. Bien sûr, celui qui a des tefilines chez lui, il les prend, et celui qui n'a pas, il va en acheter. Il faut mettre la mezouza. Celui qui a une mezouza, il la met. Celui qui n'a pas, il va l'acheter. Pourquoi ici, il y a une exigence de rappeler à chacun d'aller acheter un agneau? Si c'est une mitzvah de manger de l'agneau, elle va l'acheter. Tu en as très bien, tu n'en as pas, tu te débrouilles. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin de préciser que celui qui n'en a pas, il faut qu'il aille en acheter? C'est l'explication de Rashi et le tzarich yud, c'est-à-dire la réflexion qu'il faut avoir sur ce Rashi. Deuxième explication sur Bichrou Oukrou, pourquoi Moshe Rabbeinu il invite les enfants d'Israël littéralement à tirer et à prendre. Il dit le Netziv, sur place, dans Hemek Davar, de Akavanai Shagdolim Ikrou Beatzvam. Bichrou Oukrou, ça veut dire vous, les Gdolim, littéralement les grands, pas les grands de taille, ou les adultes, ceux qui ont compris quelque chose dans le sens de la sortie d'Égypte. Il faut qu'ils prennent par eux-mêmes l'agneau, et il ne faut pas qu'ils envoient un chaliar, un intermédiaire. Là aussi, il faut comprendre pourquoi pas. Dans toutes les mitzvot, quand je dois mettre mes tefilines le matin, s'ils sont à côté de moi, je peux les prendre. Si quelqu'un il va derrière, je dis tu ne peux pas m'amener mes tefilines. Dans toutes les mitzvot, on peut nommer un chaliar. Alors pourquoi précisément dans le Korban Pessah, on ne peut pas le faire avec un chaliar? On doit le faire soi-même. Et même s'il est malade, tout ça. Bon, en cas de force majeure, on pourra se poser toutes ces questions. Si ce qu'on appelle le Honès, c'est-à-dire s'il est à 12, s'il y a un cas de force majeure, s'il est malade, s'il ne peut pas aller lui-même. Mais apparemment, les Khatrila, a priori, il faut que les Gdolim, dans les mots du Netziv, il faut que les Gdolim aillent d'eux-mêmes prendre l'agneau. On va voir les Rabbanim, on va voir les Chachamim au marché, et qu'est-ce que tu fais? C'est peut-être pas digne de son odeur d'aller au marché, il va envoyer son sujet, il va envoyer son prétendant à la maison. Non, là, c'est les Gdolim eux-mêmes, ils doivent aller au marché acheter un agneau. Pourquoi cette exigence? Donc, 3 questions. Première question, pourquoi il fallait 6 mois d'attente entre le moment de l'esclavage et le moment de la liberté? Deuxième question, pourquoi il est une exigence de préparer sa place? C'est-à-dire, si tu prépares pas ta place, tu t'accoutes pas bien, en fait. Ouais, tu t'accoutes pas bien. C'est-à-dire, c'est pas on arrive le soir, et bon, alors chacun il commence pendant une demi-heure, moi je veux cette chaise, non, moi je veux me mettre là. Si tu n'as pas préparé, tu t'es pas bien accoudé, en fait. Si tu t'es pas bien accoudé, exact. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Mais encore une fois, ce quelque chose que tu dis, qu'on va essayer de voir si on peut expliquer, c'est un quelque chose supplémentaire de toutes les autres mitzvahs, parce que dans toutes les autres mitzvahs, c'est comme ça. Si j'ai pas bien préparé mes tefilines, lorsque je vais les mettre, je ne serai pas à l'aise. Si j'ai pas bien préparé mon Shabbat, je passerai pas un bon Shabbat. Donc la notion de la préparation, elle existe tout le temps. Mais pourquoi ici il y a une exigence de le répéter? Ok? Troisième question, pourquoi Moshe Rabbeinu il invite les enfants d'Israël à tirer et prendre un agneau? Soit pour Rashi sur si tu n'en as pas chez toi, va en acheter, on n'a pas besoin de le dire, ça c'est évident, c'est une évidence dans toute la Torah. Ou bien, même l'idée du Netziv est à comprendre, pourquoi les Gdolim doivent aller eux-mêmes chercher l'agneau et ne peuvent pas envoyer un intermédiaire, un chaliar. C'est pas pareil quand tu vas toi-même ou prendre quelqu'un. C'est clair. Avec les 3 questions, on commence à sentir la réponse. On commence à sentir... alors je vais expliquer ce que tu dis. Effectivement, quand on va soi-même, c'est clair. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, dans Masechet Kiddushin, dans Perek Shini, au 12e chapitre de Kiddushin, mitzvah bo yoter mibeshlucho. Ça veut dire, toute mitzvah qui peut se faire par un intermédiaire
il est préférable de le faire par soi-même. Si j'ai un empêchement, ou si une difficulté, etc., alors je peux envoyer quelqu'un. Mais même lorsqu'on a le droit d'envoyer quelqu'un à notre place pour réaliser une mitzvah, il est quand même préférable qu'on le fasse soi-même. Mais étant donné que cette notion de mitzvah bo yoter mimeshlucho, là aussi elle est dite dans toute la Torah, alors pourquoi il fallait le répéter ici? Pourquoi concernant la sortie d'Égypte, on a besoin de nous répéter la notion de préparation, la notion d'attente, et la notion de c'est mieux que ça soit toi plutôt que ton chalier? Ça c'est juste dans toute la Torah. Toute mitzvah qu'on fait, qu'on peut faire par un intermédiaire, il est quand même, et tout de même préférable que je le fasse par moi-même. Alors pourquoi ici il fallait le répéter? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Pessah pour qu'on insiste sur ces notions qui sont universelles et qui sont générales puisqu'elles touchent toutes les mitzvahs? Pourquoi il fallait le répéter ici? Ok? Alors on va essayer d'expliquer ça à travers un Maharal. Le Maharal, c'est ramené dans la Gadat Pessah du Maharal, une question dans les anciennes éditions, ceux qui ont le Maharal, ils pourront voir à la page Amoud Tetzaïn. Lama Nikra Shemo Shabbat Hagadol. Pourquoi le Shabbat qui précède Pessah, il est appelé le grand Shabbat? C'est quoi ça? Le grand Shabbat. Il y a plein de réponses, parce que c'est le miracle, parce que si, parce que ça. Ok, on va voir ce que dit le Maharal. Je lis, j'essaie au moins de traduire. Kol hadvarim ayotzim le poel, toutes les choses, tous les éléments de la création. Hayotzim le poel, ça veut dire qui deviennent, qui sortent en action. Elles étaient en potentiel, comme le Ramban explique au début de Bereshit, qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Bekoar. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'énergie, le potentiel. Et toute la création, c'est le devenir, c'est la mise en action de ce potentiel. Toutes les choses qui vont être créées, qui vont devenir, qui vont apparaître au courant des 6 jours de la semaine, dit le Maharal, en réalité, elles ont pris leur potentiel, leur énergie dans le Shabbat qui précède. Tout ce que j'ai fait cette semaine, ça a déjà existé en potentiel, en énergie abstraite, durant le Shabbat qui a précédé la semaine. C'est intéressant, ici le sujet qu'on développe, c'est pas Shabbat, mais le Shabbat c'est pas seulement la fin de la semaine, c'est aussi le début de la semaine qui suit. Même si dans la création, Shabbat c'est le 7e jour. Ça veut dire quoi le potentiel? Ça veut dire que la chose, elle existe en potentiel, en énergie. Il se passe durant le Shabbat. Reste à toi la transformer, ça. Exactement. Les 6 jours de Bereshit, les 6 jours de la création, sont les 6 jours de la mise en action, de la mise en pratique de ce qui a été. Alors, c'est vrai qu'il faut comprendre d'où ça vient. Qui est-ce qui a décidé? Qui est-ce qui a créé ce potentiel? Qui est-ce qui a créé cette énergie? Mais en tout cas, le Shabbat, c'est le Bekoar. C'est pour ça que Shabbat, on ne fait rien. Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Mais c'est toi qui crée le potentiel. Oui. Suivant le Shabbat que tu fais. Suivant le Shabbat que tu passes. C'est clair. C'est le jour. À la fin du Shabbat, ton potentiel. Tu peux savoir quoi? On reçoit un mail de la Kadosh Baruch Hu, tu as passé un bon Shabbat. Non mais c'est sûr que... Déjà il faut savoir l'idée. Après, c'est la deuxième... Maintenant cette idée, il faut la mettre en pratique. Mais le Shabbat, c'est pas seulement le repos de la semaine qui est passée, c'est aussi la préparation de la semaine qui va venir. Encore une fois, c'est pour ça que Shabbat, on fait rien de concret. On travaille pas, on fait rien. Parce que c'est pas le jour de la création, c'est le jour du projet. Non pas dans le projet, dans le sens halachique, bon alors cette semaine, je vais vendre, je vais faire du commerce. Non, projet existentiel, projet de la vie. Ou bepesach mitzrayim nitztavidu al mekach hakorban pesach mima'asor lachodesh. Shayaz beyom ha-shabbat shefne ha-pesach. Sheba ze ha-remez mishku kulachem tzod mishku yidechem la-yodazar. Upanu beze itoreru ta-geoula she'ayta atida lehem. Le Maharal rappelle que lorsque Moshe Rabbeinu il a dit au Israël meshru ukru, tirez et prenez le korban Pessah, on était le 10 Nissan. Et le 10 Nissan, dans l'année de la sortie d'Égypte, c'était Shabbat. Donc Shabbat, il leur dit, préparez l'agneau. Comme on a dit le Maharal. Parce que le Shabbat qui a précédé Pessah, il vient leur dire, préparez-vous intellectuellement. Préparez-vous dans votre essence à vivre quelque chose de grandiose. Pour pouvoir le vivre le 14 Nissan, donc elle est tombée mercredi, Shabbat 10,
dimanche 11, mardi 12, dimanche 11, lundi 12, mardi 13, mercredi 14. Donc, pour pouvoir effectuer la sortie d'Égypte le 14 Nissan, il fallait qu'ils s'y préparent et qu'ils se mettent dans les mots du Maral en hydro-rémoute, c'est-à-dire en condition de cette sortie. Mais pour qu'elle puisse se réaliser le mercredi, il fallait qu'elle soit préparée déjà, un temps de préparation depuis le Shabbat. De même, dit le Maral, le Shabbat qui précède Kippour, il appelait Shabbat Tshuva, le Shabbat de la Tshuva. Qu'est-ce qu'il a ce Shabbat pour s'appeler le Shabbat de la Tshuva? Pour que, au courant de la semaine, le Kippour qui va arriver, je puisse faire une Tshuva réelle, concrète, il faut que le Shabbat d'avant, déjà dans mon esprit, je me prépare, dans mon esprit, dans mon cœur. Comme il dit chez Mekamlim Israël Alem Bechol Liba Beshabbat Akodem la Shuvah Bechoska. Il faut que le Shabbat qui précède la fête, je projette déjà dans mon esprit cette Teshuvah par rapport au Shabbat de Kippour, pour qu'ainsi, au courant de la semaine, cette Teshuvah va pouvoir se réaliser concrètement. Veched HaShabbat Shelifnei Pesach. Dit le Maral. De même le Shabbat qui précède Pesach. Dikra Shabbat Agadol, il est appelé le grand Shabbat. Ba'avour Shebo Na'asa Achana, puisqu'en ce Shabbat il y a eu la préparation de la Yeshua, c'est-à-dire de la sortie d'Égypte. De la sortie d'Égypte. Donc ça c'est l'idée du Maral, c'est-à-dire que le Shabbat qui précède l'événement, il faut déjà qu'on se le mette en mémoire, mise en mémoire, comme des fois sur Internet, sur l'ordinateur, mise en mémoire. Il faut déjà que ça soit en mémoire. Il faut déjà qu'on vive le projet dans notre esprit et dans notre cœur, qu'on ait, Shabbat il nous permet d'être dans cette itorérou, dans cet éveil et dans cet élan, pour que concrètement ça se passe durant la semaine, que l'événement se déroule durant la semaine. On voit du Maral que c'est pas seulement une préparation physique. Bien sûr, tout ce qu'on fait. On fait une bar mitzvah, il faut se préparer. On fait un mariage, il faut se préparer. On veut faire un commerce, il faut se préparer, etc. Toute chose nécessite une préparation. Mais ici, la préparation, c'est pas une préparation physique. On veut se mettre à table, il faut dresser la table, il faut mettre la nappe, il faut mettre les assiettes. On parle pas de ça, ça c'est clair. Ici, la préparation, c'est, comme on a dit, c'est projeter en soi, c'est s'imaginer, vivre un peu dans son dibayot, dans son cœur, dans son esprit, tout le déroulement de la sortie d'Égypte, pour ainsi le vivre, pouvoir le vivre concrètement. On va dire, il y a une préparation physique, technique, mécanique, etc. Ensuite, il y a une préparation dans l'esprit. C'est pour ça qu'il est ramené dans le Rama. Il y en a qui ont le midrag, la coutume, le Shabbat, qui précède Pessah, ils lisent toute la Haggadah. Bien qu'on va la lire dans la semaine. Cette année Pessah, si je ne me trompe pas, c'est lundi soir. Donc lundi soir, on va lire la Haggadah. Eh bien, il y a un midrag rapporté dans le Rama, qui veut que le Shabbat qui précède Pessah, on lit toute la Haggadah. Si vous allez la lire, tu vas la lire dans 2 jours. Mais non, mais dans 2 jours, je vais la vivre. Ce que je lis Shabbat, c'est pas le Chayim Elorat et Tatzmo, c'est pas que là je lis, je me prépare. Je me prépare. Mais cette préparation, encore une fois, ce projet, ce que j'appelle ce projet, cet élan, pour que ce que je vais lire dans la semaine, par rapport à la Haggadah, je vais pouvoir le vivre concrètement. Et le Maral explique par ailleurs, donc vous Hashem, au Perek Lamed, il dit une phrase qui le Maral il dit un grand principe. On ne devient pas le serviteur d'Hachem. On ne devient pas Chelek Hashem. Chelek Hashem, c'est bien plus que le serviteur. On ne devient pas un fragment divin en un seul coup. Il y a tout un temps de préparation, de mise en condition, et qui nécessite tous les efforts, toutes les énergies de l'homme. Et ça se prépare donc toujours le Shabbat qui précède l'événement. Ça, c'est l'idée. Ici, c'est écrit, une idée qui est connue, qu'on ne doit pas être des spectateurs de la Géoula. C'est pas, et c'est certainement pas une mémoire du passé. On s'en fout du passé. Le passé, il est passé, maintenant on vit dans l'avenir. On se projette dans l'avenir, on vit présent dans l'avenir. La Géoula, c'est quelque chose qui doit se vivre. Les goïms y voient. Les goïms y voient, donc on ne vit pas dans le visuel.
On vit dans l'action. Mais cette action-là, il faut qu'elle soit préparée. On doit être actif dans la sortie d'Égypte. Avec ça, on va répondre les 3 questions. On a dit pourquoi ils ont attendu 6 mois. L'esclavage s'est terminé à Rosh Hashanah. Donc en Tishré, le premier Tishré, ça y est. Les Juifs, vous n'êtes plus obligés de travailler. Ben alors on s'en va. Non, il faut attendre 6 mois. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 6 mois? C'est ça que tu vas faire pendant 6 mois. On ne peut pas passer du matzav, c'est-à-dire de la situation d'esclave, de Evet Paro, d'esclave de Paro. On ne peut pas vivre la Géoula en un instant. La Géoula, c'est quelque chose qui se prépare. Ça veut dire que la Géoula, c'est pas seulement je ne suis plus esclave. C'est pas ça la Géoula. Tu n'es plus esclave, alors maintenant tu peux te préparer à vivre la liberté. C'est pas de facto, je suis plus esclave, donc je suis libre. C'est pas vrai. La question c'est pourquoi 6 mois, pas 3 mois. Ok, ça je sais pas. Pourquoi si c'est pas 3, je sais pas. Il faut réfléchir, c'est une bonne question. Si en étudiant, en parlant, j'aurais une réponse, non, c'est une bonne question. Pourquoi 6? Pourquoi ça nous renvoie 6 mois? Peut-être comme les 6 jours de la création, où là... Mais en tout cas, il faut un certain laps de temps suffisamment long. De Rosh Hashanah à Pessah, il y a 6 mois. Du premier Nissan, du premier Tishré au 15 Nissan, il y a même 6 mois et demi. C'est tout un temps, c'est incroyable. C'est-à-dire que nous, à Rosh Hashanah, on ne pense pas à Pessah. À Rosh Hashanah, on pense à Rosh Hashanah qui pour les fêtes. Et les Sukkot, on ne pense pas à Pessah. Enfin, on fait un taout. La vitesse de ce chiot, on aurait dû le faire il y a 6 mois. C'est depuis Rosh Hashanah qu'on se prépare à Pessah. On est en retard. Hein? On est en retard. Et à Pessah, on se prépare pour Rosh Hashanah. C'est pas d'arriver un mois avant et... J'ai rencontré aujourd'hui, avant de venir au Chiour, j'ai rencontré quelqu'un qui fait du business. Il m'a dit, tu te rends compte, les grands importateurs de produits d'Israël, etc., les grands commerces, les grands épiciers en France, ils n'ont pas encore sorti leur catalogue de Pessah. Alors, ils leur en venaient pas, ils me disent, tu te rends compte, on est un mois avant Pessah, ils n'ont pas encore sorti les catalogues des produits. C'est génial. Si pour des produits cachers, un mois c'est pas assez, alors pour vivre la Géoula, il faut au moins 2 mois. Incroyable. Incroyable. Donc là, on a répondu, on va dire au moins partiellement, puisqu'il y a ta question, pourquoi 6 mois, on a répondu au moins partiellement pourquoi il faut du temps. Ravolbe, il développe beaucoup cette idée dans les chours. Il dit un homme, il ne devient pas un bon limite en 5 minutes. Pessah, oui. Pessah, c'est faire un bon. C'est-à-dire, si pendant 6 mois, je me suis préparé, alors à Pessah, je dois faire un bon. Mais je ne peux pas faire un bon si je ne me suis pas préparé. C'est exactement comme un athlète. Hein, comment ils font le saut, je ne sais pas comment ils appellent ce saut. Là. Il saute avec une perche, comme ça, il court, il met sa perche, et il bondit. Mais pour pouvoir bondir de 3, 4, 5 mètres de hauteur, il s'est préparé pendant des mois, et 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 ainsi de suite. Avec ça, on a assez répondu la deuxième question. Veyachil Bakon Moshav. Il doit préparer sa place. C'est pas seulement une préparation habituelle, préparation technique. Si je ne me prépare pas, je peux pas être libéré. La libération, la chéroute, la liberté, c'est quelque chose qui se vit. On va dire la liberté, c'est la conclusion de tout un travail. Il y a tout un travail en amont qui s'est fait. Je prends plusieurs mois pour dire, non, je suis libre. C'est pas on arrive, bon allez, je suis libre. Il y a un phénomène assez particulier qui est étudié en psychologie, sociologie, etc. Un prisonnier qui est resté 20 ans en prison parce qu'il a violé, parce qu'il a volé, parce qu'il a tué. Quand il sort, qu'est-ce qu'il fait? Très souvent, il recommence. Je comprends pas, tu es resté 20 ans en prison. Tu as violé. Tu as tué. Tu sors, tu recommences. C'est quoi la logique? On ne comprend pas. On dit, mais la réponse elle est simple. Pendant 20 ans, il a attendu de recommencer. Ça, pendant 20 ans, il ne s'est pas préparé à plus recommencer. Il n'y a pas un travail qui s'est fait. On l'a juste coincé dans une cellule et dit, bon, je ne peux pas recommencer. Mais le jour où je sortirai, bien sûr que je recommencerai. C'est banal, c'est pas shoot. C'est-à-dire que la liberté, c'est pas je suis plus enfermé dans une cellule, je sors. Même si tu sors pour recommencer, alors reste dedans. Donc encore une fois, la liberté, c'est pas le nom d'esclavage.
Il y en a, ils veulent plus sortir, ils veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas sortir. Pas sortir. Soit parce qu'ils sont bien. Tiens, mais je vais aller dans le monde. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Moi, je suis pas prêt. Mais je suis un tueur. Je suis un violeur, je suis un bandit. Mais surtout, ne me mettez pas dehors. Surtout pas. Mais parce qu'il n'y a pas cette préparation, il n'y a pas toute cette avoda. C'est pas d'enfermer quelqu'un dans une boîte, il sort au contraire. Il sort, il n'en peut plus. Ça fait 20 ans qu'il se retient, il sort, il a tué 2 fois plus. Donc la chérout, la liberté, la sortie d'Égypte, c'est pas le nom d'esclavage. C'est pas t'es pas enfermé, donc t'es libre, c'est faux. Un esclave libre, c'est très dangereux. Donc il faut un temps de préparation. Et ce qui est intéressant, c'est que ce temps de préparation, ils vont le faire en Égypte. Ça veut dire, dans mon exemple du prisonnier, c'est dans sa cellule qu'on doit le préparer. C'est pas une fois qu'il est dehors, alors il va aller chez le psychologue, 2 fois par semaine, et on va faire un travail. Non, une fois qu'il est dehors, c'est trop tard. C'est fini, ça y est, tu lui as donné toute sa liberté. Il fait ce qu'il veut. C'est à l'intérieur même de sa prison qu'il faudrait le préparer. On va dire ça au ministre de... La troisième question, c'était Bichrou. Il fallait tirer et prendre l'agneau. Alors on pose la question, c'est quoi cette notion de Bichrou? Alors le Netziv, il a dit que c'est pour indiquer aux Gdolim, c'est-à-dire aux grands, de prendre eux-mêmes le Korban Pessah et de ne pas envoyer le Shaliach. Ça veut dire que c'est seulement celui qui a compris. C'est seulement celui qui a grandi. Comme le Shabbat Hagadol. C'est le Shabbat qui va nous faire grandir, parce qu'on prend conscience de l'enjeu qu'on va vivre durant la semaine, et donc il y a cette préparation et cet élan qu'on a vu dans le Maharal. C'est seulement celui qui a compris l'enjeu de ce qu'il va vivre qui peut se préparer. C'est pas technique. Tiens, pas d'agneau, on va en chercher un. C'est pas technique, ça tout le monde sait faire. Tu prends ta voiture, tu vas marcher, tu achètes un agneau, tu rentres chez toi. C'est pas ça. Moshe Rabbeinu voulait que déjà, durant le Shabbat, celui qui a compris l'enjeu de la Gadlout, celui qui a compris l'enjeu de la grandeur qu'il va vivre durant la semaine, alors lui, il peut aller chercher le Korban Pessah. C'est à ça que Moshe Rabbeinu, il veut les inviter. Là, on a compris. On a répondu les 3 questions. Seulement après ça, le Shabbat, on n'aurait pas dû l'appeler Shabbat Hagadol, on aurait dû l'appeler le Shabbat de la préparation. Pourquoi le grand Shabbat? Alors le Maharal, il continue, et on va finir avec cette idée du Maharal. Il dit comme ça. Oui, puis Nikra Shabbat Hagadol, qui est Tziat Mitzrayim Nikra Gadol. La sortie d'Égypte, c'est un grand événement. Pas seulement en tant qu'événement lui-même, mais c'est un événement qui va permettre à l'homme de grandir. On sait que les Mefarshim, ils ont comparé, Midrash, il a comparé la sortie d'Égypte à l'accouchement de l'enfant, à la naissance de l'enfant. Alors l'enfant, il grandit sans arrêt, il ne reste pas petit toute sa vie. Et il dit, Maharal ve'ageoula tida. Mais la rédemption finale future, elle sera encore plus grande que la sortie d'Égypte. Déhaïdou, il dit le Maharal, quelque chose d'incroyable. Kol kulo shel yetziat Mitzrayim gufa, eno el hachana leyom hagadol ve'adora. En vérité, ce qu'on vit là, on vit la préparation des temps futurs. C'est pas ouf, ça y est, on est sorti d'Égypte, enfin on est libéré. Faux. La Géoula, la vraie Géoula, libération d'Israël, c'est à la fin des temps. C'est-à-dire la sortie d'Égypte, en réalité, on avait développé une fois par ailleurs dans un autre shiur que la sortie d'Égypte, elle se termine dans les temps futurs. Là, on est seulement dans les étapes. C'est pas on est sorti d'Égypte, après on est retourné en exil, on est revenu en Eretz Israël, on est retourné en exil. C'est pas des événements qui sont complètement distincts et dissociés l'un des autres. Ce sont des maillons d'une histoire qui a commencé à la sortie d'Égypte et qui se terminera à la venue du Mashiach sur le Beth Amikdash et dans le Olam Haba, etc., etc. Là, on pourra dire on est libre. On se prépare à quoi? On se prépare au maillon suivant ou... On se prépare de génération, des Chol Dormador, de génération en génération, on prépare un maillon qui s'inscrit dans une longue histoire qui a commencé à Yetziat Mitzrayim et qui se finit à Biat Mashiach. On se prépare au maillon suivant, on se prépare pas à la fin des... Dans l'objectif, on se prépare à la venue du Mashiach, chaque jour. On se prépare au Olam Haba. Comme la Mishnah dit, prépare-toi dans le Olam Hazé pour pouvoir avoir accès au Olam Haba.
Dans l'objectif, c'est à ça qu'on se prépare. On se prépare à cette Géoula Atida qu'on espère chaque instant. Pas seulement un espoir, ouais, bon, le Mashiach va venir. Si on ne sait pas que le Mashiach, et un jour, je voudrais faire aussi un shiur sur le Mashiach. D'ailleurs, je suis sûr que ce serait très intéressant de parler un peu du Mashiach, quand tout le monde crie haut et fort avec le Mashiach là, quand il va dire, et on n'en parle plus, et il a qu'à tuer tout le monde, tous les Arabes, et tout le monde, et tous les ennemis, et tous les nazis, et tout ce que vous voulez. Et on est tranquille. C'est pas ça du tout, le Mashiach. Les gens, ils ont rien compris au Mashiach. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il vient pas. Mais bon, là, tu m'as chauffé. Ça, je pense qu'il vient pas parce que personne n'a compris pourquoi il faut qu'il vienne. Mais dans l'objectif, on se prépare déjà à la liberté de soi. C'est quelque chose qu'on peut déjà vivre. Ici, dans ce Olamazé, on se prépare pour vivre comme... Mais exactement, je pense qu'on a dit un bon machal. Exactement comme ce prisonnier, s'il ne se prépare pas dans sa cellule, quand il sort, il fait n'importe quoi. Il va rien vivre, il n'y a rien d'intéressant, sa vie elle est morte. Il finit, il n'a plus trouvé de travail, plus de femme, plus d'enfants, c'est fini, il est jeté. On vit la liberté de soi, qu'on peut déjà vivre ici, transmettre des valeurs aux générations qui viennent, pour ainsi avoir accès. Alors déjà la liberté de l'individu, c'est dans l'Olam Haba, la liberté du clan, de la collectivité du clan Israël, c'est dans les temps futurs. Le présent, il est la préparation du futur. Donc, ça veut dire quoi, Shabbat Hagadol? C'est pas le grand Shabbat, mais c'est le Shabbat du grand. C'est-à-dire, c'est le Shabbat de celui qui se prépare à grandir. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis petit, parce que l'homme, il croit qu'il est grand. L'homme, il croit que ça, il a tout compris, l'homme, il croit qu'il est libéré. D'ailleurs, les gens, ils sont surpris aujourd'hui. Moi, je ne comprends pas encore comment les gens, ils peuvent être surpris. Comment encore, au XXIe siècle, il y a l'antisémitisme, et avec tout ce qu'on a vécu, mais quand est-ce qu'ils vont nous laisser tranquilles? On n'a rien compris. On n'a rien compris. Et un jour, on a tué Amal, un jour, on a tué Amalek. Mais des Amalek, il y en a chaque génération. Jusqu'à la fin des temps, ils vont nous poursuivre. Les gens, ils sont surpris. Moi, encore, je lisais un journal qui a eu l'année dernière une hausse de, je ne sais plus, 50% ou 80% de plus d'actes antisémites en France, voire en Europe, que l'année dernière. Les gens, ils sont surpris. Comment est tout la France, l'Europe? C'est nul, c'est bas. Mais c'est pas... on a passé une guerre, on a passé des pogroms, maintenant on va nous laisser tranquille. On va te laisser tranquille, c'est la cour de récréation. Et alors, après tu retournes en classe, et il y a une préparation, il y a tout un travail à faire. Shabbat Hagadol, c'est, je dirais, non seulement pour que l'homme, il apprenne à grandir, mais c'est pour qu'il prenne conscience qu'il n'est pas encore grand. Et pour qu'on prenne conscience qu'on va vivre quelque chose de grandiose qui va de facto nous permettre à nous de grandir de façon exponentielle et de façon énorme. Donc c'est pas le Shabbat grand, c'est le Shabbat où on grandit. C'est ça Shabbat Hagadol. Voilà, ça c'est l'idée essentielle que je voulais développer avec vous ce soir. Et pour résumer, la Géoula, c'est quoi la liberté? C'est quoi être un homme libre? C'est celui qui sait libérer à lui-même, celui qui vit la liberté. Comment on va dire dans la Gada, comme si j'étais moi-même sorti d'Égypte. Non, moi j'étais pas en Égypte. Comment je peux imaginer que je vais sortir d'Égypte? On sait que Mitzrayim, ça veut dire Metzarim, ils disent les Farshim, le Mara, Absadom, beaucoup ils disent cette idée. Mitzrayim, c'est étroitesse. On vit dans une petitesse d'esprit. On vit dans une fermeture d'esprit. On vit dans un cloisonnement de notre esprit. Tout est carrelé, tout est cloisonné. Et dès qu'on sort un peu de la pensée ordinaire, ah, ça y est, pour qui tu te prends? Non, mais, allez, il faut. Mais ça, c'est la fête où on doit rebondir. C'est la fête où qu'est-ce qui se passe quand on bondit? Pessar, c'est sauter. Quand on saute, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'étais à 1m80 du sol, j'ai sauté, je suis à 2 mètres. C'est ça, Pessar. C'est vraie chose avec un regard plus haut, plus grand, mais pas seulement l'autre, parce que ça, on sait regarder l'autre, on sait le regarder avec un sentiment hautain, enfin, pour qui tu te prends, tu vois pas que je suis plus grand que toi. Mais ce sentiment de grandeur, on ne doit pas seulement l'avoir vis-à-vis de l'autre pour l'écraser, on doit l'avoir vis-à-vis de soi. C'est ça, Shabbat Hagadol. Et c'est ça, donc, on a expliqué ce temps de prise de conscience. Parce que si moi, je ne sais pas pourquoi, mais même j'ai pas de réponse, ça pose une bonne question, il faudrait y réfléchir. Mais on ne grandit pas comme ça du jour au lendemain. Comme ça, en un clin d'œil, ah, j'étais petit, je suis devenu grand. On voit qu'un enfant, la Torah a prévu 12 et 13 ans. 12 ans pour une fille, 13 ans pour un jeune homme, pour devenir grand. On ne devient pas, c'est pas on est, et puis on est petit 1 an, et puis après on devient grand. C'est pas comme ça. Il y a des étapes. Il y a des étapes, des échelons qu'il faut échelonner petit à petit pour arriver à cette grandeur.
c'est la même chose de la sortie d'Égypte. Et Yiratson, qu'on puisse bémet, comprendre la grandeur. Ravolbe, il appelle ça la grandeur de l'homme, la grandeur de la Torah, la grandeur des événements. On vit dans une certaine banalisation des valeurs, dans une certaine banalisation de la Torah. Ok, bon, il y a la Torah, d'accord, mais c'est bon, il y a la Torah, d'accord. Il y a aussi la science, il y a aussi le monde. Non, il n'y a pas. La Torah, c'est géant. On vit dans une minimisation des choses. Et, ok, d'accord, ça va, c'est qu'un livre de Torah, ça va, c'est qu'une prière, il n'y a pas c'est que, ça n'existe pas le c'est que. Dans la Torah, on ne dit pas, on dit, ça c'est grandiose, c'est énorme, c'est énorme. Quand on voit une montagne, on dit, oh, c'est immense. Quand on voit l'océan, on dit, c'est immense. La Torah, les mitzvot, la sortie d'Égypte, c'est des grands événements qui sont énormes. Ils sont énormes. Les gens, j'ai eu l'occasion hier soir de faire un chiour sur Purim. On a montré, bon, on ne va pas tout refaire, puis il est vraiment le temps de finir, mais alors j'ai parlé de la tfila. La tfila, il y a une négligence. Ah, mais tu comprends, la tfila, bon, d'accord. Je connais des gens qui habitent à 200 mètres de la choule, ils viennent difficilement le Shabbat matin. Toi, t'habites à 200 mètres. Ça, bon, quoi, prier avec le tzibour. D'accord, c'est bien, mais ça va. Non, il n'y a pas c'est bien, ça va. Prier avec le tzibour, c'est énorme. Il y a des gens qui ont dit, mais les tfilines, bon, ça va, c'est quoi? Allez, c'est une mitzvah, bon, je la fais de temps en temps. C'est énorme. On ne se rend pas compte. Je pense que Pessah, Shabbat Agadol surtout, on doit sortir de cette petitesse d'esprit et de voir les choses. C'est pas parce que je suis petit que la mitzvah, que la Torah, elle est petite. Il faut réintroduire, je pense, en l'homme. Aujourd'hui, on est malheureusement dans une société où on a tendance à minimiser les choses. Allez, ça va, c'est à terre les choses. Non. Il faut réapprendre qu'est-ce que ça veut dire la grandeur des choses. Bien sûr, la grandeur des événements, la grandeur de la Torah, la grandeur des mitzvot, et ainsi, on prendra conscience de notre grandeur. Parce que très souvent, on l'a vu, je pense que tu étais témoin, par exemple la semaine dernière, quand j'ai fait le chiour, alors il y a quelqu'un qui a dit « Oui, mais on n'est pas à la hauteur de... » De quelle hauteur? Il faut être à une hauteur pour faire les mitzvot. Mais tu n'as pas compris que c'est la mitzvah qui va te rendre grand. Parce que Gadol, Chayam et mitzvot. Je finirai avec cette anecdote. Un jour, dans un chiour aux dames, alors je parlais comme ça, que c'est l'importance du mikvé. Et alors, il y a une dame qui dit « Moi, je ne vais pas au mikvé parce que je ne suis pas au niveau. » Au niveau. Je dis « Madame, je me rappelle que dans la halakha, c'est écrit que pour aller au mikvé, il faut que le mikvé, il ait un niveau. C'est-à-dire qu'il faut que le niveau d'eau, il ait ce qu'on appelle les 40 CA. Mais que la femme, il faut qu'elle ait le niveau avant de rentrer dans l'eau. Je dis, madame, vous n'avez pas compris. C'est quand vous irez au mikvé que vous aurez le niveau. Il ne faut pas attendre d'avoir le niveau pour faire la chose. Et comment il va venir le niveau? Comment un jour je dis, tiens, aujourd'hui je suis au niveau de faire les mitzvot. C'est quoi ce truc où on a inventé qu'il fallait être au niveau de la chose pour le faire? Je pense pas que c'est le niveau, je pense que c'est la motivation. Oui. Ça oui. Si c'est une motivation, mais même ça. Il y a un principe sympathique en français qui dit l'appétit vient en mangeant. La même chose. Même la motivation, on dit je ne suis pas motivé. Mais tant qu'elle ne se jette pas dans l'eau, elle ne sera jamais motivée. Ça ne vient pas tout seul. Les choses, ça ne vient pas comme ça. Justement, c'est la mitzvah, c'est la Torah qui nous donne cette motivation, qui réveille en nous cet élan. Et alors, je dis, madame, n'attendez pas d'avoir le niveau pour entrer dans l'eau. Je lui dis, le mikvé, lui, doit avoir le niveau de vous recevoir. Il faut qu'il ait un niveau d'eau. Mais que vous ayez le niveau pour entrer dans l'eau. Je dis, ça vient d'où ce délire? Et je lui dis, madame, essayez, allez une fois dans le mikvé, et vous allez voir que vous aurez le niveau. Et vous allez vous dire, c'est magique, d'où il est venu le niveau? Parce que ça fait la mitzvah. Chag Sameach, Shabbat Shalom.